Bonjour, bienvenue chers élèves dans cet espace d'apprentissage. Je me présente, Madame Rizgita Boubinajib, professeure d'économie au lycée Ibn al-Haytham Béja. Je vous rappelle aussi, chers élèves, que je dois l'encouragement et l'encadrement à Monsieur Bouali Azaïz, inspecteur général de la spécialité économie et que je remercie vivement. On va entamer notre séance d'aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième partie de notre programme intitulé « Les mutations des structures économiques ». Ces mutations s'inscrivent ou bien reviennent à ce que la croissance économique est un phénomène à double aspect. Un aspect quantitatif qui se manifeste par l'accroissement durable des grandeurs économiques telles que la production, la consommation, les revenus, l'investissement, mais aussi un autre aspect qualitatif qui se traduit par les mutations des structures économiques et ces mutations vont faire l'objet de notre séance d'aujourd'hui. Ces mutations peuvent être soit des mutations des structures de la production, soit des mutations au niveau des structures de la consommation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à la première section du chapitre 1, du chapitre 2 plutôt, l'amélioration du niveau de vie. Donc, lorsqu'on parle du niveau de vie, plusieurs questions peuvent se poser. La première question tourne autour de la définition du niveau de vie. Qu'est-ce qu'on entend par niveau de vie? Donc, on va essayer d'identifier la notion du niveau de vie. Une deuxième question qui se pose, c'est comment peut-on mesurer le niveau de vie? Et une troisième question, c'est la corrélation, ou bien plutôt la manière comment la croissance économique peut-elle améliorer le niveau de vie. Ces trois questions sont ou bien représentent les objectifs de notre séance. Donc, les objectifs de notre séance d'aujourd'hui, c'est d'identifier au départ le niveau de vie, de savoir comment mesurer le niveau de vie et par la suite, comment la croissance économique améliore-t-elle le niveau de vie. Commençons par le premier point, le premier objectif. C'est quoi le niveau de vie? Donc, lorsqu'on parle du niveau de vie, donc on va s'appuyer sur ce petit paragraphe. Donc, le niveau de vie, concept distinct du salaire, il s'agit du revenu d'un ménage divisé par le nombre d'unités de consommation du ménage. Le niveau de vie est une notion plus large que le pouvoir d'achat. Donc, vous voyez très bien que le terme pouvoir d'achat est en rouge. Pourquoi? Tout simplement, lorsqu'on parle du niveau de vie, la majorité d'entre vous, chers élèves, font la confusion entre le niveau de vie et le pouvoir d'achat. Mais en réalité, faites attention, donc le niveau de vie, ce n'est pas le pouvoir d'achat. Donc, il y a une différence entre le niveau de vie et le pouvoir d'achat. On va commencer tout d'abord par définir le pouvoir d'achat. C'est quoi le pouvoir d'achat? Pour cela, on va prendre un exemple. On va s'appuyer sur cet exemple. On a un boucher et un consommateur qui dispose d'un revenu nominal qui est égal à 1200 dinars. Ce consommateur va consacrer la totalité de son revenu pour l'achat de la viande dont le prix unitaire est de 30 dinars le kilogramme. Combien ce consommateur, avec ce revenu de 1200 dinars, peut-il acheter? Donc, quelle est la quantité de viande que peut acheter ce consommateur? Tout simplement, pour déterminer la quantité de la viande, on doit diviser le revenu nominal par le prix et on trouve 40 kg. Cette quantité de viande correspond au pouvoir d'achat. Donc, le pouvoir d'achat, c'est le revenu nominal divisé par le prix, ou bien c'est le rapport entre le revenu nominal et le prix. Et comme vous voyez ici, donc, la quantité de la viande ou bien le pouvoir d'achat est en unité physique, en kilogrammes. Donc, le pouvoir d'achat, comment on a trouvé donc l'unité, c'est si on revient à notre exemple, le revenu nominal, c'est en dinars, exprimé en dinars. Concernant les prix en dinars par kilogramme,
donc en divisant donc, le revenu nominal par les prix, donc fois 1 sur l'inverse du kilogramme, on trouve l'unité, c'est le kilogramme. Donc le pouvoir d'achat est exprimé en unité physique. Donc dans notre cas, c'est le kilogramme, mais il peut aussi être exprimé en mètres, en litres, etc. Pour déterminer la quantité de viande que peut acheter ce consommateur, on doit diviser le revenu nominal par les prix. Donc 1200 divisé par 30, on trouve 40 kg. Donc 40 kg, c'est quoi? C'est la quantité de la viande que peut acheter ce consommateur avec son revenu nominal tout en tenant compte des prix 30 dinars. Donc, pour généraliser, donc ici on a pris un exemple, pour généraliser, cette quantité correspond au pouvoir d'achat. Donc, le pouvoir d'achat est égal au rapport entre le revenu nominal et les prix. D'où, comment l'unité ici, c'est le kilogramme. Comment on exprime le pouvoir d'achat, ou bien avec quelle unité on exprime le pouvoir d'achat? Si on revient à notre exemple, donc le pouvoir d'achat égale au revenu nominal qui est exprimé en dinars, les prix divisés par les prix exprimés en dinars par kilogramme. En simplifiant par le dinar, on trouve donc l'unité 1 sur l'inverse du kilogramme. Donc l'unité du pouvoir d'achat ici, c'est le kilogramme. D'une manière générale, le pouvoir d'achat est exprimé en unité physique qui peut être soit le kilogramme, soit le mètre, soit le litre. Par exemple, pour définir le pouvoir d'achat, voilà, donc là, le pouvoir d'achat correspond à quoi? Correspond à la quantité des biens et services que peut acquérir un individu avec son revenu nominal tout en tenant compte du niveau général des prix. Et vous avez la formule devant vous qui est égale au rapport entre le revenu nominal et le prix. Ce pouvoir d'achat est déterminé par le revenu nominal et le niveau général des prix qui représentent les déterminants de ce pouvoir d'achat. Mais si vous rappelez très bien de la formule du PIB réel que vous avez étudié au niveau de la première partie de votre programme, le PIB réel correspond au rapport entre le PIB nominal et le déflateur du PIB et on multiplie par 100. Par analogie au pouvoir d'achat, donc le pouvoir d'achat, on peut aussi l'appeler revenu réel. Comme on a déjà dit, le pouvoir d'achat est déterminé à la fois par le revenu nominal et le niveau général des prix. On va essayer de voir comment le pouvoir d'achat, ou bien dans quel cas le pouvoir d'achat peut-il augmenter. On va pour cela se baser sur la formule, c'est-à-dire le revenu nominal sur le prix, la formule du pouvoir d'achat. Dans quel cas le pouvoir d'achat augmente? Lorsqu'on maintient les prix stables. Dans quel cas? C'est lorsque le revenu nominal augmente. Dans ce cas-là, le pouvoir d'achat augmente aussi. Si maintenant on retient le revenu nominal constant, dans quel cas le pouvoir d'achat augmente? Lorsque les prix diminuent. Maintenant, on va combiner les deux, c'est-à-dire l'accroissement du revenu nominal et la diminution des prix. Donc, cette augmentation et cette diminution peuvent générer donc, une augmentation importante du pouvoir d'achat. Maintenant, dans le cas où les deux déterminants augmentent, dans quel cas le pouvoir d'achat augmente-t-il? Dans le cas où le revenu nominal augmente à un rythme plus vite que le niveau général des prix. Et lorsque les deux déterminants diminuent, l'accroissement du pouvoir d'achat se traduit ou bien se manifeste dans le cas où la diminution des prix est supérieure à la diminution du revenu nominal. Maintenant, on a défini le pouvoir d'achat, on a présenté les déterminants de ce pouvoir d'achat et aussi on a présenté dans quel cas le pouvoir d'achat peut augmenter. Mais aussi l'augmentation, bien les différents cas qu'on a déjà vus concernant l'augmentation
du pouvoir d'achat, on peut faire la même chose et par analogie pour la diminution du pouvoir d'achat. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore atteint notre objectif. Notre objectif, c'est de définir le niveau de vie et de le distinguer du pouvoir d'achat. Donc, on va s'appuyer sur un exemple de deux consommateurs. On a un consommateur, voilà, c'est le premier et c'est le deuxième, qui disposent tous les deux du même revenu nominal et les prix sur le marché sont les mêmes. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ce premier consommateur achète une quantité plus importante des biens. Donc, vous voyez que la quantité achetée par ce consommateur-là est plus importante. Pourquoi? Tout simplement, certainement, il existe quelque chose qui favorise l'accroissement de la quantité consommée. C'est la possession ou bien c'est la disposition d'un patrimoine. C'est quoi le patrimoine? Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens, on dit aussi parfois les avoirs, possédés par un individu ou un ménage à un moment donné. Ce patrimoine peut être composé d'éléments suivants. Soit des éléments bâtis comme les appartements, les maisons, ou non bâtis comme les terrains. Il peut aussi prendre l'exemple d'éléments en monnaie, tels que les livrets d'épargne, ou encore des biens comme les bijoux, les meubles, etc. Donc, la possession d'un patrimoine, pourquoi elle favorise un accroissement de la quantité consommée? Tout simplement parce que, par exemple, si le consommateur dispose d'un logement, il va se décharger des dépenses de loyer. Donc, un logement qu'il a hérité de ses parents. Donc, ceci va lui permettre de se décharger des dépenses de loyer et par conséquent, donc, ça nous permet, ou bien ça lui permet plutôt d'accroître sa consommation. Donc, ici, vous voyez très bien que la quantité consommée ne dépend pas seulement du pouvoir d'achat, mais elle dépend aussi du patrimoine. On va s'appuyer aussi sur un autre exemple. On va prendre un troisième consommateur. Le troisième consommateur et ce deuxième consommateur, ou bien ce premier plutôt, donc disposent des mêmes pouvoirs d'achat, mais vous voyez très bien que la quantité achetée par ce troisième consommateur est plus importante. Pourquoi? Tout simplement parce que le troisième consommateur dispose d'autre chose qui accroît sa consommation. C'est quoi? Il s'agit des services collectifs non marchands fournis par l'État. Qu'est-ce qu'on entend par services non marchands? Tout simplement, ces services sont des services qui sont fournis à titre gratuit ou quasi gratuit ou à des prix qui ne sont pas économiquement significatifs. Ces activités de service se rencontrent dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'action sociale et de l'administration. Mais la question qui se pose, pourquoi, lorsqu'on bénéficie des services collectifs non marchands, notre consommation augmente? Tout simplement pour deux raisons. La première raison, c'est que si on bénéficie de ces services-là, donc on va se décharger aussi des dépenses de certains services, comme le cas ici, on va se décharger des dépenses des services d'éducation, des services de santé, et ceci va nous conduire à accroître notre consommation. Mais également, lorsqu'on bénéficie des services d'éclairage public, des services d'autoroute, ceci nous conduit à consommer plus des services non marchands. Pour récapituler, donc la quantité consommée par un consommateur, ou bien la quantité plutôt achetée par un consommateur, dépend non seulement de son pouvoir d'achat, mais également du patrimoine et des services collectifs non marchands. Vous voyez ici la quantité des biens et services marchands et non marchands consommés. Elle dépend en premier lieu du pouvoir d'achat, elle dépend aussi du patrimoine et elle dépend des services collectifs non marchands. Ceci va nous conduire à parler de ce qu'on appelle le niveau de vie. Pour comprendre mieux la notion de niveau de vie, on va s'appuyer sur l'activité 1, page 114 de votre manuel scolaire. À partir de cette activité, on va essayer de dégager les caractéristiques du niveau de vie.
Dégager signifie quoi? Dégager, c'est faire ressortir quelque chose d'un ensemble. Donc, à partir de cette activité qu'on va essayer de lire ensemble, on va essayer de faire ressortir les différentes caractéristiques du niveau de vie. Donc, on vous dit ici, élément d'information précieux, le niveau de vie, notion purement quantitative, contribue au bien-être dont jouit un individu, une famille ou un groupe. Pour l'individu, l'indicateur le plus courant est le montant total de son revenu confronté au niveau des prix, qui permet de déterminer son pouvoir d'achat. Pourtant, le niveau de vie d'un individu dépend aussi de son patrimoine et des avantages dont il dispose. Donc, vous voyez ici quelles sont les différentes caractéristiques du niveau de vie. La première chose, on a souligné purement quantitative. Donc, le niveau de vie, c'est une notion qui est quantitative. Puis, on a souligné le pouvoir d'achat, le patrimoine et les avantages dont dispose un individu. Et comme on a déjà dit que le niveau de vie est déterminé non seulement par le pouvoir d'achat, il est aussi, ou bien il dépend aussi du patrimoine et des avantages sociaux dont bénéficie cet individu. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure ainsi que le niveau de vie, c'est une notion quantitative. C'est la première caractéristique du niveau de vie. Dépend de quoi ce niveau de vie? Dépend du pouvoir d'achat qui, à son tour, déterminé par le revenu nominal et le niveau général des prix. Mais le niveau de vie dépend aussi du patrimoine et des services collectifs non marchands fournis à titre gratuit ou quasi gratuit. Donc, pour récapituler, on peut définir le niveau de vie, c'est quoi? Comme étant plutôt le niveau de vie, c'est un ensemble des biens et services marchands et non marchands dont peut bénéficier un individu ou un groupe d'individus dans le but de satisfaire ses besoins. Et à partir de ceci, on peut conclure qu'il y a une différence entre le niveau de vie et le pouvoir d'achat. Donc, le niveau de vie, ce n'est pas le pouvoir d'achat. Donc, le pouvoir d'achat, c'est un déterminant essentiel du niveau de vie, mais il ne se confond pas avec lui, puisque ce niveau de vie dépend aussi du patrimoine et des services collectifs non marchands. On va essayer de faire une petite synthèse sous forme d'une évaluation. Donc, on va synthétiser. Le niveau de vie, c'est une notion comment? Est-ce que qualitative, quantitative ou bien à double aspect? Le niveau de vie, c'est une notion qualitative, quantitative, à double aspect. Certainement, qualitative, c'est une réponse fausse. Aussi, le niveau de vie, ce n'est pas une notion à double aspect, mais plutôt c'est une notion quantitative. Donc, la réponse correcte, c'est que le niveau de vie est une notion quantitative ou bien purement quantitative. Le niveau de vie est déterminé par quoi? Est-ce que par son pouvoir d'achat, bien par le pouvoir d'achat de l'individu? Est-ce que par les richesses disponibles dans une économie, les avantages sociaux fournis par l'État, l'accroissement de la fortune ou bien du patrimoine de l'individu? Je vous donne un peu de temps. Le pouvoir d'achat, les richesses disponibles dans une économie, les avantages sociaux, l'accroissement de la fortune. Certainement, c'est la réponse, les richesses disponibles qui est fausse, parce qu'on parle ici d'une économie, alors qu'on est ici au niveau d'un individu. Donc, le niveau de vie d'un individu dépend de quoi? De son pouvoir d'achat, c'est correct, des avantages sociaux fournis par l'État, donc qui permettent d'accroître les services collectifs et d'accroître la quantité consommée, et aussi déterminé par l'accroissement du patrimoine ou bien de la fortune de l'individu. Revenons maintenant à l'activité 1, page 114. Si on relit juste la première phrase, on vous dit que élément d'information précieux, le niveau de vie, notion purement quantitative, comme on l'a déjà dit,
contribue au bien-être dont jouit un individu, une famille ou un groupe. Donc, le niveau de vie peut être déterminé pour un individu, une famille ou un groupe. Mais aussi, on peut déterminer le niveau de vie pour un pays. La question qui se pose, comment peut-on mesurer ou bien déterminer le niveau de vie pour un pays ou bien au sein d'un pays? C'est notre second objectif ou bien c'est le deuxième objectif de notre séance. Pour cela, on va s'appuyer aussi sur cette activité. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va essayer de lire ensemble et on va dégager ou bien on va essayer de présenter l'indicateur qui nous permet de mesurer le niveau de vie au sein d'un pays. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les économistes mesurent la production et le revenu d'un pays à partir de son produit intérieur brut, PIB. Comme vous l'avez déjà vu au niveau de la première partie de votre programme, que la production d'un pays ou bien le revenu au sein d'un pays est mesuré par le PIB. Mais nous, on s'intéresse à la mesure du niveau de vie dans un pays. On vous dit dans ce contexte, le produit intérieur brut par habitant qui rapporte le PIB à la taille de la population du pays constitue un indicateur naturel du niveau de vie individuel moyen du pays. Donc, dans ce contexte, le produit intérieur brut par habitant qui représente un indicateur du niveau de vie individuel moyen, bien du niveau de vie moyen d'un pays. Donc, comment peut-on mesurer le niveau de vie d'un pays? C'est en se référant au produit ou bien au PIB par habitant. Le niveau de vie moyen de la population au sein d'un pays est mesuré par quoi? Est mesuré par référence au PIB réel par habitant. Comment on le calcule? On le calcule en divisant le PIB réel par la population totale. Et comme vous savez tous, le PIB réel est déterminé en déflatant le PIB nominal et en multipliant par 100, c'est-à-dire PIB nominal sur déflateur de PIB fois 100. Mais si on revient à cette même activité, second paragraphe, la deuxième phrase, on vous dit « Il permet notamment les comparaisons internationales ». Il revient à quoi? C'est le PIB par habitant. Le PIB par habitant permet notamment des comparaisons internationales. On a dit que pour mesurer le niveau de vie dans un pays, on doit se référer au PIB réel par habitant. Mais maintenant, supposons qu'on a différents pays, donc ce PIB réel par habitant nous permet aussi d'effectuer une comparaison internationale des niveaux de vie de différents pays, mais à condition, on vous dit ici, sous réserve de convertir les PIB des différents pays dans une même unité monétaire, à partir d'indicateurs dits de parité de pouvoir d'achat. Donc, pour qu'il y ait une comparaison internationale qui est efficace des niveaux de vie moyens de la population de différents pays, on doit convertir les PIB en une même unité monétaire. Et comme vous l'avez déjà vu au niveau de votre première partie, c'est la référence, ou bien c'est le PIB à PPA qui nous permet d'effectuer cette comparaison internationale. Donc, le PIB réel par habitant en PPA est l'indicateur qui nous permet de comparer le niveau de vie moyen de la population de différents pays. On peut ainsi se référer à ce petit exemple, donc, dans lequel où il y a le PIB, la population et le PIB par habitant en Émirats Arabes Unis et en Égypte pour l'an 2019. Donc, pour les Émirats Arabes Unis, donc le PIB est égal à quoi? Est égal à 684 808,77 $ en PPA. Sa population, 9 770 518. Le PIB par habitant sera, en divisant donc le PIB par la population, on trouve 70 089,3 $ PPA. La même chose pour l'Égypte, donc on divise le PIB par la population, on trouve 12 283,8. Mais on a dit tout à l'heure que le PIB
par habitant nous permet d'effectuer une comparaison. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que l'Égypte est plus riche que les Émirats arabes unis, avec un PIB qui est égal à 1 233 147,147 $. En principe, avec ce PIB, l'Égypte doit avoir un PIB par habitant ou bien un niveau de vie de la population qui est plus important. Mais vous remarquez ici, on a l'inverse. Le PIB par habitant est plus élevé en Émirats, alors que la richesse est plus importante en Égypte. Tout simplement pourquoi? Parce que la population est plus élevée en Égypte. Donc, vous voyez ici que selon la formule du PIB par habitant, donc c'est la population, elle peut influencer négativement sur le niveau de vie moyen de la population dans un pays, et vous le voyez ou bien vous pouvez le constater facilement à partir de cet exemple. Donc à partir de cet exemple, qu'est-ce que vous constatez? L'Égypte est plus riche que l'Émirat, alors que le niveau de vie moyen de la population est plus important en Émirat. Pourquoi? Tout simplement parce que la population elle est plus élevée en Égypte. Le niveau de vie moyen de la population peut être aussi, dans un pays, peut être aussi déterminé par référence au revenu national brut par habitant. Le niveau de vie moyen de la population au sein d'un pays peut être aussi mesuré par référence au revenu national brut par habitant, RNB par habitant, qui est égal à quoi? Qui est égal au rapport entre le revenu national brut et la population totale. La question qui se pose, c'est quoi le revenu national brut? C'est un nouveau concept pour vous, c'est une nouvelle notion. Donc, on va essayer ensemble d'identifier le revenu national brut et de dégager sa relation avec le PIB à partir de l'activité 1A de votre aide pédagogique. Lorsqu'on dit identifier, c'est de définir, il s'agit de définir et de caractériser cette notion-là, c'est-à-dire on va essayer à partir de cette activité de définir et de caractériser le RNB et par la suite on va dégager sa relation avec le PIB. Lisons ensemble. Le revenu national brut est un agrégat proche au niveau du produit intérieur brut. Donc le RNB, c'est un agrégat économique proche au niveau du PIB, mais conceptuellement différents. Donc ce sont deux concepts qui sont différents. Pourquoi? Plus simplement, le RNB mesure le revenu total des agents résidents sur les territoires français. Ici, il a pris l'exemple de la France. Quelle différence avec le PIB? On passe du PIB au RNB en ajoutant les flux des revenus reçus de l'étranger et en retranchant les flux de revenus versés à l'étranger. Donc, c'est quoi le RNB? Donc, le RNB, il est proche, c'est un concept, ou bien c'est une notion qui est proche du PIB, donc c'est un agrégat macroéconomique, mais il mesure le revenu total dans un pays. Quelle est la différence entre le PIB et le RNB? Tout simplement, on vous dit à partir de cette activité que le RNB, c'est la somme, ou bien ça est égal au PIB, plus les revenus reçus de l'étranger, moins les revenus versés à l'étranger. Donc, le RNB, c'est tout simplement la somme du PIB et des revenus nets des facteurs. Maintenant, on va passer à la mesure de l'évolution du niveau de vie dans un pays. Comment peut-on mesurer l'évolution du niveau de vie dans un pays? Lorsqu'on parle de l'évolution, donc on doit tout simplement parler du taux de croissance. Donc l'évolution du niveau de vie, taux de croissance de quoi? Le niveau de vie, on a dit tout à l'heure, c'est déterminé ou bien mesuré dans un pays et mesuré par le PIB réel par habitant ou bien le RNB par habitant. Donc, pour mesurer l'évolution du niveau de vie dans un pays,
on peut se référer au taux de croissance, parce qu'on parle de l'évolution, de quoi? Le taux de croissance du PIB réel par habitant. Et comment on détermine le taux de croissance du PIB réel par habitant? C'est la différence entre le taux de croissance du PIB réel et le taux de croissance de la population. Mais comme on l'a déjà dit, le niveau de vie dans un pays peut être aussi mesuré par le revenu national brut par habitant. Pour cela, l'évolution du niveau de vie dans un pays peut être aussi mesurée par quoi? Par le taux de croissance du RNB par habitant. Taux de croissance du RNB par habitant. Donc, et par analogie, ou bien c'est comme pour le taux de croissance du PIB réel par habitant, le taux de croissance du RNB par habitant est égal au taux de croissance du RNB moins le taux de croissance de la population. Comment on interprète cet indicateur-là? On a la formule. Dans le cas où le taux de croissance du PIB réel supérieur au taux de croissance de la population totale, c'est-à-dire lorsque le pays réalise une croissance économique supérieure à celle de la population. En d'autres termes, lorsque la croissance économique est supérieure à la croissance démographique, on parle ainsi d'une amélioration du niveau de vie moyen de la population. Dans le cas contraire, lorsque le taux de croissance du PIB réel est supérieur au taux de croissance de la population, c'est-à-dire lorsque la croissance économique est inférieure à la croissance démographique, dans ce cas-là, on parle d'une dégradation du niveau de vie moyen de la population. On récapitule, donc l'évolution du niveau de vie moyen de la population au sein des pays est mesurée par quoi? Est mesurée par référence au taux de croissance soit du PIB réel par habitant, soit du RNB par habitant. Mais dans les deux cas, on doit comparer la croissance économique à la croissance démographique, puisque le taux de croissance du PIB réel par habitant est égal au taux de croissance du PIB réel moins le taux de croissance de la population. Lorsque la croissance économique est supérieure à la croissance démographique, on parle d'une amélioration du niveau de vie moyen de la population. Et dans le cas inverse, lorsque la croissance économique est inférieure à la croissance démographique, on parle d'une dégradation du niveau de vie moyen de la population. On va faire une évaluation. Cette évaluation se base sur une question qui est retenue d'un examen du bac. Vous voyez, bac 2008, session de contrôle, on prend la question numéro 3. Tout simplement, on vous donne cet exemple, l'exemple de la question 3 du bac 2008, pour voir que l'examen du bac, c'est rien du tout. Donc, ce sont des questions que vous pouvez facilement en répondre, puisque vous les avez vous avez vu le contenu tout au long de l'année de votre programme d'économie. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette question? On vous demande de donner un indicateur qui permet de mesurer l'évolution du niveau de vie dans un pays, puis justifier votre réponse. Donc ici, vous avez deux consignes. La première, c'est de donner un indicateur et la deuxième, c'est de justifier ou bien expliquer cette référence à cet indicateur. Donc, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner un indicateur qui mesure l'évolution du niveau de vie dans un pays et puis et puis on va justifier notre réponse. Comme on l'a déjà vu, l'indicateur qui permet de mesurer l'évolution, lorsqu'on parle de l'évolution, directement, on doit parler du taux de croissance. L'évolution, c'est le taux de croissance, donc l'indicateur qui nous permet de mesurer l'évolution du niveau de vie, c'est le taux de croissance. Mais le taux de croissance de quoi? C'est le taux de croissance du PIB réel par habitant. On a dit niveau de vie dans un pays et non pas le niveau de vie d'un individu. Donc, le niveau de vie dans un pays, on a dit, est mesuré par le PIB réel par habitant ou bien le RNB par habitant. Donc, pour mesurer l'évolution du niveau de vie dans un pays,
on doit se référer à quoi? On doit se référer à un taux de croissance, puisqu'il s'agit d'une évolution. Taux de croissance de quoi? Taux de croissance du niveau de vie, plutôt taux de croissance du PIB réel par habitant, ou bien du RNB par habitant, ou encore du PNB par habitant. Et ceci, puisqu'il s'agit du niveau de vie dans un pays. La réponse, donc, elle est extraite aussi donc, du corrigé du bac. On vous dit ici que plusieurs indicateurs permettent de mesurer l'évolution du niveau de vie dans un pays, dont par exemple le taux de croissance du PIB ou du PNB réel par habitant, mais aussi du RNB par habitant. Pour mesurer le niveau de vie dans un pays, on se réfère au PIB ou bien au PNB ou bien RNB, tout simplement. Pourquoi on a pris le PIB, le PNB ou bien le RNB? Tout simplement, c'est pour mesurer, donc le PIB, c'est pour mesurer l'ensemble des biens et services produits par les agents résidant dans un pays au cours d'une période. Le PNB, c'est pour mesurer ou bien pour faire la somme du PIB et du revenu net des facteurs. Et le PNB, c'est un concept, c'est une notion qui est proche du RNB. Donc, le RNB aussi mesure les revenus nets des facteurs. Donc, je reprends l'explication. Donc, pourquoi on a retenu le PIB ou bien le PNB ou bien encore on peut retenir le RNB? Tout simplement parce que le PIB mesure l'ensemble des richesses créées au sein d'un pays et le RNB donc ou bien le PNB mesure l'ensemble des revenus dans un pays. Donc c'est la somme du PIB et des revenus nets des facteurs. La grandeur de référence, elle est doit être évaluée en PIB réel, c'est-à-dire on doit retenir le taux de croissance de PIB, du PIB réel par habitant. Tout simplement pourquoi réel? C'est pour éliminer l'effet de l'inflation ou bien l'effet de la hausse des prix. La grandeur de référence qui est le PIB ou le PNB réel ou en volume et non le PIB ou le PNB nominal. En effet, au cours du temps, les prix des biens et services ne restent pas stables. L'accroissement des richesses peut ainsi être gonflé par la hausse des prix. Il est par conséquent pertinent de déflater le PIB, c'est-à-dire on doit éliminer l'effet de la variation des prix. Par ailleurs, donc maintenant on revient au taux de croissance, par ailleurs, il convient de rapporter pourquoi on doit prendre le PIB par habitant. On doit diviser le PIB par habitant tout simplement pour déterminer le niveau de vie moyen de la population au sein d'un pays. Enfin, on vous dit que pour mesurer l'évolution du niveau de vie dans un pays, il importe de retenir un indicateur d'évolution. Il peut s'agir par exemple du taux de croissance du PIB parce que les indicateurs de l'évolution peuvent être soit taux de croissance, soit indice, soit coefficient multiplicateur. Pour résumer, ou bien la réponse à la question, l'indicateur qui nous permet de mesurer l'évolution du niveau de vie moyen dans un pays, c'est quoi? C'est le taux de croissance du PIB réel par habitant ou bien du PNB par habitant, PNB réel ou bien du RNB par habitant. Pourquoi on a pris cet indicateur-là? La justification, taux de croissance pour mesurer l'évolution. PIB ou bien RNB ou bien PNB, c'est pour mesurer la richesse. Donc, si le PIB, c'est pour mesurer la richesse créée au sein d'un pays. PNB ou RNB pour mesurer le revenu national brut. Et enfin, plutôt, on a pris réel pour éliminer l'inflation et on a divisé par habitant pour déterminer le niveau de vie moyen de la population au sein d'un pays. On peut faire une application relative à la formule. On prend l'évolution du revenu national brut de la population tunisienne durant la période 2017-2019. Les questions, on vous demande de compléter le tableau. Puis, on va essayer de déterminer de combien a évolué le RNB par habitant en Tunisie entre 2017 et 2019. Et enfin, on va essayer d'expliquer l'évolution du niveau de vie moyen de la population tunisienne durant cette période. Donc, on va compléter le tableau. On va déterminer le PIB réel par habitant en 2017, puis on va déterminer la population en 2018. Enfin, on va déterminer le RNB en 2019.
Donc, pour déterminer, donc on va commencer par le RNB par habitant en 2017. La formule RNB par habitant égale RNB sur la population totale. Donc, on va diviser 117 404,469 divisé par 11 433 443 Donc, on va simplifier par le million. Donc, on trouve un RNB par un revenu national brut par habitant égal à 10 268,513 $ PPA par personne. Donc, toujours, vous devez faire attention à l'unité. Donc, ici, puisque le revenu net brut, le RNB, est évalué en millions de dollars PPA, la population en millions de personnes. Donc, en simplifiant par le million, on trouve dollars PPA par personne. Donc, le RNB est exprimé en dollars PPA par personne. On passe maintenant à 2018. En 2018, qu'est-ce qu'on va déterminer? On va déterminer la population. Pour déterminer la population, on doit diviser le revenu national brut par le RNB par habitant. On trouve donc 123 147,788 millions de dollars PPA divisé par 10 647,956 $ PPA par personne. De la même manière, vous devez faire attention à l'unité. Donc ici, on simplifie par dollars PPA. Donc là, le résultat sera en millions de personnes. Donc l'inverse ici, 1 sur personne. Donc le résultat sera 11,565 204 millions de personnes. C'est la population en Tunisie en 2018. Passons maintenant à l'an 2019. On va déterminer quoi? On va déterminer le RNB, le revenu national brut. Donc, pour le déterminer, on va multiplier, donc en s'appuyant sur la formule. Donc, on va multiplier le RNB par habitant par la population totale, soit 10 850,055 en dollars PPA par personne. Et on multiplie par 11,694 719 millions de personnes. La même chose, donc en simplifiant par personne, le résultat sera millions de dollars PPA. Donc le RNB en 2019 sera 126 888,344 millions de dollars PPA. Maintenant, on va essayer de répondre à la deuxième question toujours de cet exercice. Donc, la deuxième question, on vous demande de calculer l'évolution du RNB par habitant. Donc, on a dit tout à l'heure que l'évolution est mesurée par référence au taux de croissance. Ici, taux de croissance de quoi? Puisqu'il s'agit du RNB par habitant, donc on doit calculer le taux de croissance du revenu national brut par habitant, qui est égal tout simplement au taux de croissance du RNB moins le taux de croissance de la population totale. On doit ainsi tout d'abord calculer le taux de croissance du RNB, puis le taux de croissance de la population, et puis on va faire la différence. Le taux de croissance global, puisqu'il s'agit de 2 années qui ne sont pas successives entre 2017 et 2019, donc en faisant l'application numérique, donc le taux de croissance global du RNB, comme vous le savez tous, c'est la valeur du RNB en 2019 moins la valeur du RNB en 2017 divisé par le RNB en 2017 fois 100. Donc l'application numérique nous conduit à obtenir une valeur de 8,077%. Donc 8,77%, c'est quoi? Donc c'est l'augmentation du RNB entre 2017 et 2019. La même chose pour le taux de croissance global de la population. Donc on fait de la même manière. On trouve 2,285%. Le taux de croissance global, donc on a fait la différence entre le revenu
de l'an 2019. Donc, on a déterminé le taux de croissance du revenu national brut. On a fait le taux de croissance de la population. Maintenant, donc, on va déterminer le taux de croissance du RNB par habitant, tout simplement comme on a déjà vu pour la formule. Donc, on fait la différence, on trouve tout simplement 5,799. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a répondu à la question? Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de combien a augmenté le revenu national brut par habitant. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore répondu. On doit écrire que durant la période 2017-2019, le RNB par habitant tunisien augmente globalement de 5,792%. On passe maintenant à la troisième question. La troisième question, on vous demande d'expliquer cette augmentation, cette évolution. Donc ici, cette évolution, ici, il s'agit d'une augmentation. On va essayer d'expliquer l'augmentation du niveau de vie moyen de la population totale, de la population tunisienne. Donc, on a trouvé un résultat positif. Pourquoi? Parce que le taux de croissance du RNB est supérieur à celui de la population. Donc, cette augmentation revient à ce que la croissance économique, qui est de 8,077, est supérieure à la croissance démographique, qui est de 2,285%. Donc, ceci nous conduit à parler d'une amélioration du niveau de vie. Donc, l'amélioration du niveau de vie moyen de la population tunisienne, qui est de 5,792%, elle s'explique par quoi? Elle s'explique par le fait que le taux de croissance du RNB, qui est égal à 8,077%, est supérieur au taux de croissance de la population totale, qui est égal à 2,285%. C'est clair? On va faire aussi de la même façon une petite synthèse à titre ou bien sous forme d'une évaluation. Le niveau de vie d'un pays est mesuré par quoi, on a dit? Est-ce que par le rapport entre le PIB réel et la population totale, ou bien le rapport entre le revenu national brut et le total de la population? On relit, le niveau de vie d'un pays est mesuré par le rapport entre le PIB réel et la population totale, c'est-à-dire pour mesurer le niveau de vie d'un pays, on doit déterminer le rapport entre le PIB réel, c'est-à-dire on doit diviser le PIB réel par la population totale. Est-ce que c'est correct? Certainement oui. La deuxième, pour mesurer le niveau de vie dans un pays, on doit faire le rapport entre le RNB et le total de la population, c'est-à-dire on va diviser le RNB par la population totale. C'est aussi correct, tout simplement parce que le niveau de vie dans un pays peut être déterminé ou bien peut être mesuré soit par le rapport ou bien soit en divisant le PIB réel par la population totale ou en divisant le revenu national brut par la population totale, c'est-à-dire par le PIB réel par habitant ou bien le RNB par habitant. Maintenant, l'évolution. On a vu l'évolution du niveau de vie dans un pays. Comment elle peut être mesurée? Est-ce qu'elle peut être mesurée par la différence entre la croissance de la population et celle du RNB, ou bien la différence entre la croissance économique et la croissance démographique? Réfléchissez un peu. Lorsqu'on dit différence, c'est-à-dire on doit prendre la croissance de la population moins la croissance du RNB. Taux de croissance de la population moins taux de croissance du RNB. Et l'autre, la différence entre la croissance économique, taux de croissance du PIB, moins le taux de croissance de la population. Donc, quelle est la réponse qui est correcte ou bien quelle est la réponse qui n'est pas correcte? Taux de croissance du PIB moins taux de croissance de la population. Ici, on a taux de croissance de la population moins le taux de croissance du RNB. Mais on a vu tout à l'heure que l'évolution du niveau de vie est mesurée par la différence entre le taux de croissance du PIB ou bien du RNB et le taux de croissance de la population. Mais ici, on a pris l'inverse. Donc, c'est une réponse qui est incorrecte, qui est fausse, puisque on vous dit ici la différence entre la croissance de la population, c'est-à-dire taux de croissance de la population et taux de croissance du RNB. La deuxième
la différence entre la croissance économique, c'est-à-dire taux de croissance du PIB et taux de croissance de la population. Donc, c'est une réponse qui est correcte. Maintenant, on va passer à notre troisième objectif de notre séance, c'est comment la croissance économique améliore-t-elle le niveau de vie. Pour cela, on va s'appuyer sur ce graphique. Ce graphique, donc pour comprendre, toujours vous devez faire attention, pour comprendre un graphique ou bien une donnée statistique, il faut lire le titre. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? La croissance, ou bien il s'agit ici de la croissance du PIB réel et du PIB réel par habitant en Afrique en pourcentage. Donc le graphique correspond ou bien reflète la croissance du PIB réel et du PIB réel par habitant. Ce qui est en jaune, c'est la croissance du PIB réel par habitant et ce qui est en vert, c'est la croissance du PIB réel. La deuxième chose, à part la lecture du titre, on doit aussi savoir interpréter les différentes valeurs qui se présentent sur le graphique. Donc, moins 0,4, donc on a dit ici, c'est la croissance, donc ce sont des taux de croissance. Et quel taux de croissance? Puisque vous avez des années successives, donc ce sont des taux de croissance annuels. Moins 0,4% en pourcentage, c'est un taux de croissance annuel de quoi? De PIB réel par habitant. Donc, comment on interprète cette valeur? On dit tout simplement que le PIB réel par habitant en 2016 diminue de 0,4% par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire par rapport à l'année 2015. Pour 2,1, c'est le taux de croissance annuel du PIB. Donc, on dit que le PIB réel augmente de 2,1% en 2016 par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire par rapport à 2015. Mais notre objectif, c'est quoi? C'est de montrer comment la croissance économique améliore le niveau de vie. Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez que l'évolution du PIB réel suit une tendance vers le haut. Et la même chose pour l'évolution, ou bien la croissance du PIB. Donc, lorsque le taux de croissance du PIB par habitant augmente, celui du PIB augmente aussi et inversement. Donc, ceci montre bien l'importance ou bien la corrélation entre la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie. Donc, il y a un effet positif dans les deux sens. Donc, lorsqu'on a une croissance économique forte, ceci agit positivement sur les niveaux de vie, ça conduit à une amélioration du niveau de vie, et l'inverse aussi. Donc, lorsque vous avez une amélioration du niveau de vie, ça nous conduit à la réalisation d'une croissance économique. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer que la croissance, ou bien comment la croissance améliore le niveau de vie. La question qui se pose, comment la croissance, ou bien pourquoi les pays en croissance économique, ou bien lorsqu'un pays réalise une croissance économique, pourquoi le niveau de vie de la population est important? Tout simplement parce que la croissance économique favorise un accroissement des revenus. Les pays riches se caractérisent par des revenus importants. D'où provient cette hausse des revenus? La hausse des revenus peut provenir soit d'une croissance extensive. Vous vous rappelez très bien, vous avez vu dans la première partie que la croissance extensive résulte de quoi? D'un accroissement de la quantité des facteurs de production, c'est-à-dire à travers la réalisation des investissements de capacité, la création d'emplois, l'augmentation du nombre d'heures travaillées. Donc, lorsqu'on réalise une croissance plutôt extensive, les investissements peuvent augmenter, les investissements de capacité. On peut aboutir aussi à une création de nouveaux postes d'emploi. On peut aboutir à une augmentation du nombre d'heures travaillées. Tout ceci nous conduit à une hausse des revenus de travail et de capital et par conséquent à une hausse des revenus. Mais l'augmentation de revenus
ne provient pas seulement d'une croissance plutôt extensive, c'est-à-dire ne provient pas seulement de l'augmentation des investissements de capacité et de la création d'emplois et de l'augmentation de la durée de travail. Elle peut aussi provenir des revenus de transfert qui sont offerts ou bien qui sont distribués par l'État. Au cours de la croissance, les recettes publiques peuvent augmenter et ceci peut conduire l'État à fournir ou bien à distribuer plutôt, à distribuer plus de revenus de transfert et ceci va conduire automatiquement à une hausse des revenus. L'augmentation de revenus peut provenir d'une autre chose ou bien d'un autre facteur, ce sont les gains de productivité. Et les gains de productivité proviennent de quelle forme de croissance? D'une croissance plutôt intensive. Une croissance plutôt intensive ou bien une croissance intensive résulte d'une amélioration de l'efficacité productive des facteurs de production à travers la valorisation du capital humain, l'amélioration de l'organisation de travail, l'intégration de progrès techniques, etc. Donc, lorsqu'on réalise une croissance plutôt intensive, ceci entraîne une amélioration de l'efficacité productive des facteurs et favorise par conséquent la réalisation des gains de productivité qui entraînent un accroissement des revenus des bénéficiaires, soit les revenus des salariés, soit les revenus des propriétaires, et on aboutit ainsi à une augmentation des revenus. Si on récapitule, la croissance économique, elle favorise une augmentation de revenus de trois manières. Par la hausse des revenus de travail et de capital provenant d'une croissance plutôt extensive. La hausse des revenus peut aussi provenir d'une distribution de plus de revenus de transfert qui découlent de la hausse des recettes publiques, comme cette hausse peut provenir des gains de productivité qui découlent d'une croissance plutôt intensive. Mais on va voir que l'amélioration du niveau de vie ne se détermine pas seulement par la hausse de prix, la hausse des prix, plutôt la hausse des revenus. Elle peut aussi provenir d'une baisse des prix. La croissance économique favorise une baisse des prix à travers quoi? Les gains de productivité qu'on a vus tout à l'heure, à travers leur répartition, conduit non seulement à un accroissement des revenus, mais aussi à une baisse des prix. Vous savez très bien que lorsqu'on réalise des gains de productivité, on évite le gaspillage du temps et ceci entraîne une baisse des coûts et une baisse des prix. Et les gains de productivité, comme vous savez tous, sa définition, ce sont des revenus supplémentaires que l'entreprise peut répartir entre plusieurs bénéficiaires. La baisse des prix peut provenir aussi des économies d'échelle. Au cours de la croissance, on peut réaliser des économies d'échelle. Vous vous rappelez très bien de la définition de l'économie d'échelle. C'est quoi l'économie d'échelle? C'est une baisse du coût moyen de production suite à une production en grande série. Donc, vous savez très bien que chaque fois qu'on réalise une croissance économique, on peut grimper l'échelle de production. Et cette augmentation de la production peut favoriser des économies d'échelle, donc baisse des coûts et baisse des prix. Et ceci montre bien l'importance de la croissance économique dans la diminution des prix. Et par conséquent, par la suite, on va voir que cette diminution des prix favorise une amélioration du niveau de vie. La croissance améliore le niveau de vie par la baisse des prix et par l'augmentation des revenus. Mais aussi, il y a autres facteurs qui contribuent à une amélioration du niveau de vie à travers la croissance. Vous savez très bien que la croissance économique entraîne un accroissement de la production et de la consommation. Et cette hausse de la production et de la consommation génère à son tour une augmentation des prélèvements obligatoires, impôts et taxes, qui accroissent les recettes publiques et ces recettes publiques favorisent ou bien permettent à l'État de fournir plus des services collectifs non marchands qui vont améliorer le niveau de vie. La croissance économique peut aussi contribuer à l'amélioration du niveau de vie lorsqu'on réalise
une augmentation du PIB supérieure à l'augmentation de la population. Vous savez très bien que que chaque fois qu'on parle d'une croissance économique, la richesse créée augmente et ceci entraîne une augmentation du PIB par habitant dans le cas où l'accroissement du PIB est supérieur à celui de la population. Pour synthétiser, comment la croissance économique améliore le niveau de vie? La croissance améliore le niveau de vie par l'augmentation des revenus, par la baisse des prix, par l'augmentation des recettes publiques qui favorisent la fourniture de plus de services collectifs non marchands et aussi lorsque le PIB augmente plus rapidement que la population. Voilà. Donc la croissance économique contribue à l'amélioration du niveau de vie de différentes manières, par l'accroissement des revenus, par la baisse des prix et aussi, donc ces deux facteurs entraînent une hausse du pouvoir d'achat. La croissance économique génère aussi la fourniture de plus de services collectifs et elle entraîne une augmentation de PIB par habitant dans le cas où la croissance économique est supérieure à la croissance démographique. Donc la hausse du pouvoir d'achat, la fourniture de plus de services collectifs non marchands et l'augmentation du PIB par habitant nous conduisent à une amélioration du niveau de vie. On va faire aussi une évaluation. Cette évaluation aussi correspond à une question extraite d'un examen du bac. Dans ce cas-là, on a pris l'examen du bac de la session de contrôle de l'an 2016. Qu'est-ce qu'elle dit, la question? Comment les gains de productivité peuvent-ils stimuler la consommation des ménages? Je reprends. Comment les gains de productivité peuvent-ils stimuler la consommation des ménages? Vous avez la consigne comment. Donc, lorsqu'on parle du comment, c'est de quelle manière. Donc, c'est un mécanisme qu'il faut le suivre pour montrer comment les gains de productivité peuvent stimuler la consommation de ménages. En d'autres termes, comment les gains de productivité favorisent une amélioration du niveau de vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, le niveau de vie, c'est la quantité des biens et services marchands et non marchands consommés par un individu. Donc, lorsqu'on vous demande de montrer comment les gains de productivité stimulent la consommation des ménages, donc on doit suivre cette démarche. Vous avez vu que la répartition des gains de productivité, donc notre objectif, c'est de montrer comment les gains de productivité entraînent un accroissement de la consommation. Les gains de productivité, comme vous le savez, donc leur répartition entraîne un accroissement des revenus des ménages, un accroissement des revenus des salariés et des propriétaires, donc les dividendes. Les gains de productivité peuvent aussi générer une baisse des coûts de production et une baisse des prix, peuvent aussi profiter aux consommateurs sous forme d'une baisse des coûts et des prix. Et ces gains de productivité peuvent aussi profiter à l'État sous forme d'un accroissement des recettes publiques. Et les recettes publiques génèrent à la fois une distribution de plus de revenus de transfert, mais également la fourniture de plus de services collectifs non marchands. L'accroissement des revenus des ménages, la baisse des prix et la distribution des revenus de transfert entraîne un accroissement des pouvoirs d'achat et si on ajoute la fourniture des services collectifs non marchands, tout ceci entraîne un accroissement de la consommation. Donc, on a répondu à la question du bac, comment les gains de productivité favorisent un accroissement de la consommation des ménages par l'augmentation des revenus et par la baisse des prix. Voilà la réponse extraite du corrigé du bac. Les gains de productivité peuvent stimuler la consommation des ménages à travers leur effet sur les revenus et sur les prix. Les effets sur les revenus, les ménages, la réalisation des gains de productivité peut profiter aux ménages par une hausse des revenus qui stimule la consommation. Comme on l'a déjà dit, donc les gains de productivité profitent aux ménages sous forme d'un accroissement des revenus. Ces gains de productivité profitent aussi à l'État suite à la répartition des gains de productivité. On a dit la hausse des recettes fiscales permet à l'État de financer certains services et d'accroître par conséquent la consommation. Donc ainsi, la consommation des ménages, donc les recettes de l'État permettent à la fois de distribuer plus de revenus mais aussi de fournir plus de services collectifs.
enfin, par la baisse des prix, comme on l'a déjà dit, donc la réalisation des gains de productivité se traduit par une baisse des coûts unitaires qui se répercute sur les prix de vente qui diminuent et favorise ainsi la hausse de la consommation des ménages. Pour faire une évaluation, ou bien pour synthétiser plutôt, on va faire une évaluation. Une croissance plutôt extensive améliore le niveau de vie. À travers quoi? Est-ce qu'à travers la croissance de la productivité, les investissements de capacité ou bien la réalisation des heures supplémentaires? On a dit tout à l'heure que la croissance extensive provient de quoi? Elle provient des investissements de capacité, de l'augmentation des nombres d'heures travaillées, bien de la création de nouveaux postes d'emploi. Mais la croissance de la productivité, elle revient plutôt à la croissance qui est plutôt intensive. Donc, dans ce cas-là, la première réponse, certainement, elle est incorrecte, alors que la deuxième réponse, elle est correcte et la troisième réponse est correcte. Donc, une croissance plutôt extensive améliore le niveau de vie à travers quoi? À travers des investissements de capacité ou bien la réalisation des heures supplémentaires. On va prendre le cas de la croissance plutôt intensive. Comment elle peut améliorer le niveau de vie? Par les investissements en capital humain, par l'emploi de nouveaux travailleurs ou bien le rajeunissement du stock du capital existant. On a dit lors de la définition de la croissance intensive qu'elle découle de quoi? Elle découle de l'amélioration de l'efficacité productive des facteurs, et cette amélioration peut être atteinte soit par des investissements en capital humain, soit par l'amélioration de l'organisation de travail ou bien par l'intégration de progrès techniques. Donc, l'emploi de nouveaux travailleurs, ça correspond à une croissance plutôt intense et plutôt extensive. Donc, la première réponse, elle est correcte. La troisième aussi correcte. Pourquoi? Le rajeunissement du stock du capital existant correspond le plus souvent à une intégration du progrès technique et à une modernisation de l'appareil productif. Pour cela, donc, elle peut favoriser une amélioration de l'efficacité productive et peut correspondre à une croissance plutôt intensive. Quant à l'emploi de nouveaux travailleurs, donc c'est une réponse qui est fausse. Je vous remercie beaucoup, chers élèves, pour votre attention et j'espère bien que cette séance soit efficace et vous fournira une révision méthodique. Bonne chance à vous tous et au revoir.